Là, nous allons regarder en détail ce qu'il y a dans un bilan. Nous commençons par ce qu'on appelle l'actif immobilisé. Dans l'actif immobilisé, on va le voir en détail, il y a toutes les immobilisations que possède l'entreprise. Les trois catégories d'IMO dont nous avons parlé, incorporelles, corporelles et financières. Dans les IMO incorporels, les IMO, vous vous souvenez, les comptes de bilan 1, 2, 3, 4, 5. Les IMO, ça commence par 2. Les IMO incorporels, ça commence par 20. Et le premier poste, c'est les frais d'établissement, compte 201. Et à l'intérieur de ces frais d'établissement, vous trouvez en particulier des sous-comptes 2011, les frais de constitution de la société, 2012, les frais de premier établissement, et éventuellement 2013, les frais d'augmentation de capital. Alors, écoutez-moi bien, on est en train de parler d'un bilan, et on est en train de parler de l'actif. Et dans l'actif, on a dit que c'était quoi? Des biens que l'entreprise possédait, ou des créances qu'elle possédait. Et on est en train de parler de l'actif immobilisé, où on a dit qu'un actif immobilisé, c'était un bien que possède l'entreprise et qui est censé durer longtemps dans l'entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord? Or, le premier poste dont je vous parle, ça vous choque pas, il n'y a rien qui vous choque. C'est vrai que vous, rien ne vous étonne. À partir du moment où vous avez un iPhone, tout va bien dans la vie, tout va très bien. Le premier poste dont je vous parle, c'est des frais d'établissement. Vous voyez pas le problème que ça pose? Vous auriez dû me dire, mais monsieur Doucet, il y a quelque chose qui ne va pas, puisque des frais d'établissement, ça ne devrait pas aller à l'actif, mais ça devrait aller en charge. Vous ne voyez pas la différence entre des frais et quelque chose que possède l'entreprise? Ça n'a rien à voir. D'accord? Regardez bien, je continue. Le deuxième poste d'IMO incorporel, encore pire, frais de recherche et de développement. Normalement, ça n'a rien à faire en immobilisation, vous êtes d'accord? Vous l'auriez mis, et vous auriez eu raison, spontanément en charge. On est d'accord. Alors, pourquoi le plan comptable autorise les entreprises à mettre à l'actif de leur bilan, quelque chose qu'elles sont censées posséder durablement, les frais de recherche et de développement et les frais d'établissement? Eh bien, écoutez, c'est une autorisation, c'est une exception à la règle, mais il y a quand même une raison. Il y a quand même une raison. Alors, écoutez bien. La raison est que je vais prendre un exemple très simple. Je vais prendre les frais de recherche et de développement qui sont assez significatifs, il me semble. Que sont les frais de recherche et de développement? Les frais de recherche et de développement, on va imaginer que nous sommes un laboratoire pharmaceutique, vous allez comprendre tout de suite, que nous avons créé. Et c'est quoi l'objet d'un laboratoire pharmaceutique? De chercher des molécules qui permettent d'arriver à un médicament, qui permettent de soigner des gens, en tout cas, il faut espérer, même si, dans l'actualité, on voit que ce n'est pas toujours le cas. Mais admettons que nous soyons des gens sérieux et et c'est ce que nous souhaitons faire, trouver des molécules pour arriver à des médicaments qui soignent les gens. Très bien. Même si vous n'êtes pas, ni moi non plus, je vous rassure, un chercheur en biologie, etc., etc., est-ce que vous comprenez que ça ne se trouve pas du jour au lendemain? Vous me suivez? Oui, mais la comptabilité s'en moque totalement de ça. C'est pas son problème à la comptabilité. Que vous mettiez 6 mois, 15 jours, 2 heures ou 4 ans pour trouver une molécule et pouvoir faire un médicament et le vendre, la comptabilité s'en moque totalement pour l'instant. Imaginons, comme ça se passe dans ce type d'activité concrètement, que à la fin de l'exercice, vous me suivez toujours, on n'ait pas trouvé de molécule. Pourtant, on a fait des recherches. Et la loi, rappelez-vous, nous oblige, qu'on ait trouvé ou pas, à construire un compte de résultats et un bilan. Est-ce que tout le monde me suit? Qu'est-ce que c'est le compte de résultats? On n'a passé que quelques heures dessus. D'un côté les produits, de l'autre côté les charges. Est-ce que vous me suivez toujours? Du côté des produits, qu'est-ce que je mettrais dans ce cas-là? Vous avez raison. Zéro. Rien. Zéro. Puisque je n'ai pas trouvé, donc je n'ai pas pu vendre. On n'est pas des escrocs, on a dit. Donc on n'a pas trouvé, on n'a pas pu vendre. Du côté des charges, en revanche, il va falloir, on prend une seule catégorie de charges pour faire super simple,
tous les frais de personnel. Oui, parce que les chercheurs, enfin vous, ça vous inquiète pas, mais enfin bon, les chercheurs, il faut les payer quand même. Pendant 1 an. Si je ne prends que cette catégorie de charges, est-ce que vous me suivez? Tous les chercheurs. Puis si je veux, je rajoute les locaux, la location, l'électricité, les amortissements des locaux, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire en français d'une façon simple? Énormément de charges à la fin de l'année. Est-ce que vous me suivez? Toujours. Des millions d'euros, des dizaines de millions d'euros. Conséquence, je fais le compte de résultat et je regarde le résultat de l'exercice. C'est un déficit, vous êtes d'accord? Exemple, moins 10 millions d'euros. Mais je ne rentre pas dans les détails. Selon les cas, si vous avez un résultat aussi déficitaire, je ne rentre pas dans les détails, vous pouvez être obligé de déposer le bilan de votre entreprise. Pourquoi? Parce que vous avez des pertes qui sont trop importantes. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est un fait qui existe, vraiment. Ok. Eh bien, l'État, dans sa grande bonté, c'est pas tous les jours, et la fiscalité encore moins, a dit, c'est quand même stupide d'être obligé, pour faire simple, une entreprise de recherche, de déposer son bilan à la fin de l'année, d'arrêter son activité, d'être en faillite, si vous préférez, parce qu'elle n'a pas trouvé. Est-ce que vous me suivez? Et là, l'État et la fiscalité, ils disent quoi? On vous autorise à amortir comptablement ces frais de recherche, etc., sur plusieurs années. Est-ce que vous me suivez? Exemple, sur 5 ans. Ce qui veut dire que ces frais de recherche qui coûtaient 10 millions dans l'année, comptablement, je vais pouvoir les passer en charge sur 5 ans. Autrement dit, au lieu d'avoir 10 millions de charges comptablement en une fois, j'aurai 2 millions par an pendant 5 ans. Ah oui, mais ça change tout. Ça veut dire qu'à la fin de la première année, le résultat ne sera que de moins 2 millions et pas moins 10 millions. D'accord? Je sais, ça fait rire, d'accord? Mais tout de même, d'accord? Ça fait rien, ils vous voient en direct, la télé, c'est pas grave. Tu fais un gros plan, Coco, sur nos 2 camarades, d'accord? Comme ça, ça va faire du buzz. On est d'accord? Est-ce que vous comprenez le principe? D'accord? Autrement dit, pourquoi donc les frais de recherche et de développement, les frais d'établissement apparaissent à l'actif d'un bilan alors que, à l'origine, ça devrait être des charges? La seule raison, c'est que c'est à l'actif du bilan que l'on peut faire apparaître les amortissements successifs. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Autrement dit, dans mon exemple, pendant 5 ans, dans les 5 comptes de résultats successifs, on enregistrera une dotation aux amortissements de 2 millions dans les 5 comptes de résultats successifs. Et dans les bilans successifs, au départ, 10 millions valeur brute, amortissement 2 millions, valeur nette 8 millions, l'année d'après 10 millions, 4 millions, 6 millions, l'année d'après 10 millions, 6 millions, 4 millions, etc., etc. Ça va, vous avez compris le principe? Donc c'est bien une exception à la règle. Alors simplement, pour ces frais d'établissement et les frais de recherche et de développement, si bien sûr ils sont beaucoup moins élevés que ce que je dis là, l'entreprise peut les laisser en charge et pas les amortir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais s'ils sont très importants, elle va choisir probablement de les passer en immobilisation pour que les charges chaque année soient moins élevées. Par ailleurs, une petite remarque concernant les frais d'établissement. Sachez, même si ce n'est pas au programme au sens strict, mais tant que l'entreprise n'a pas amorti les frais d'établissement, elle ne peut pas distribuer de dividendes. D'accord? Donc, il faut le savoir. Donc, on vient de voir les frais d'établissement, les frais de recherche et de développement. Ensuite, vous avez, là, ça devient d'un seul coup plus logique, des concessions, brevets, marques, logiciels, licences, compte 205. Alors ça, ce sont des comptes, là c'est logique, vous le comprenez j'espère, lorsque l'entreprise achète ou crée des brevets, des inventions, des marques, etc., etc. D'accord? Donc, et je vous ai mis, sont également inscrits dans le compte 205 les droits,
légaux ou contractuels, similaires aux droits de la propriété industrielle, tels que l'acquisition d'un nom de domaine, l'acquisition de modèles et de dessins, ainsi que les droits d'auteur. Vous voyez, c'est quelque chose, si vous l'achetez, c'est bien une IMO incorporelle, c'est pas corporel, c'est un droit, c'est une immobilisation. Vous avez également le droit au bail. Alors le droit au bail, c'est la somme versée au locataire précédent d'un local commercial et à cause du transfert, si vous voulez, à l'acheteur d'un fonds de commerce des droits au renouvellement au bail. Vous savez que quand vous achetez un commerce, il y a des droits, il y a un bail, et ce bail se renouvelle. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, quand vous achetez, quand vous louez, un local commercial, le locataire précédent peut vous vendre un droit au bail, c'est-à-dire qui vous permet de continuer l'exploitation à la fin de son bail. C'est 369, on est d'accord pour les baux commerciaux. On est d'accord? Eh bien, ça arrive, Eh bien, cette somme, elle est versée au locataire précédent et à votre tour, vous pourrez la revendre éventuellement à un autre, j'allais dire, une autre personne, si vous souhaitez partir ou vendre. C'est ce qu'on appelle souvent un pas de porte. Vous en avez peut-être entendu parler. Ensuite, autre chose que beaucoup de gens mélangent avec d'autres éléments, c'est ce qu'on appelle le fonds commercial. Alors, le fonds commercial, la définition officielle, ce sont des éléments incorporels appartenant à l'entreprise. Alors, évidemment, quand on dit ça, la plupart des gens n'y comprennent rien, y compris vous, bien entendu. Que sont des éléments incorporels? Alors, soyons clairs, c'est la valeur de la clientèle, la réputation, l'image et le nom commercial, l'enseigne. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Oui, le fonds commercial, ce ne sont donc surtout pas les murs, les stocks, rien à voir. Quand vous achetez un fonds commercial, vous achetez la clientèle potentielle, le nom éventuellement, l'image de l'entreprise, etc. Donc c'est bien un élément incorporel. Autrement dit, pour être clair, souvent, quand vous achetez un fonds commercial, qu'est-ce que vous achetez? Du vent. Et oui, je vais vous donner un exemple outrancier, bien sûr, pour bien vous faire comprendre. Imaginez que vous souhaitiez acheter un fonds commercial dans lequel il y avait, moi je ne sais pas, une boucherie. Ce n'est pas interdit. Je parle, vous achetez le fonds commercial. Je ne parle pas d'acheter les murs, les stocks, etc. Vous me suivez? Et imaginez que quand vous achetez ce fonds commercial, ça veut dire que vous allez vous y installer, on est bien d'accord. Mais que vous souhaitez vendre des livres. Je sais bien que pour vous, ça doit être hors de question de vendre des livres. C'est un objet mystérieux pour vous, bien sûr. Puisque, si, peut-être sur l'iPhone, on peut peut-être, mais sinon, les livres, c'est fini. Gutenberg est mort. Admettons que ce soit possible. Qu'est-ce que vous allez acheter? Parce que le boucher, il va bien vous vendre son fonds de commerce. Est-ce que vous me suivez? Parce que le fonds de commerce est lié aussi à l'image. C'était une boucherie qui avait une bonne réputation, une clientèle qui était fidèle, etc., etc. Est-ce que vous comprenez que si vous faites ça, vous allez être obligé de l'acheter, il ne va pas vous en faire cadeau, mais vous achetez du vent. Pourquoi vous achetez du vent? Parce que quand vous allez vous installer et que vous allez ouvrir votre librairie, accordez-moi que ce n'est pas forcément les mêmes clients de la boucherie qui viendront pour acheter des livres chez vous, si vous me suivez. D'accord? C'est ça l'idée du fonds. C'est pour ça qu'on appelle ça un élément incorporel. Ce n'est pas quelque chose de tangible, inversement à ce qu'on pourrait trouver, évidemment, si on achetait des murs ou des stocks. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, si on est boucher et qu'on rachète le fonds de commerce d'un boucher, là, ça a un sens, bien entendu. OK? Donc, beaucoup de gens confondent le fonds commercial avec les murs. Pas du tout. D'accord? C'est bien un élément incorporel, alors que les murs, eux, sont bien sûr corporels, bien entendu.